Folasson. Allez, viens, mon poulet. Folasson. Viens, mon chéri. Foufou. Folasson. Allez, sors, Folasson. Arrête un peu, merde. C'était lourd le soir où il y a les invités qui viennent et toi. Excuse-moi. Pas méchant, Folasson. Non, c'était sympathique. Folichon. Tu n'aimes ni Folasson, ni Folichon, ni Molasson. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tiens, prends un petit chamallow de parmesan. Non, merci. Pourquoi non? Jamais avant le service. Je ne mange jamais avant le service. Parce que c'est moi qui te le donne. Non, c'est pas parce que c'est vous qui me C'est l'offrez. quelqu'un d'autre, tu le prendrais? Non, pas du tout. Ouais, va. Non plus. Non, non. Et c'est avec Stéphane. Hein, Stéphane? Ah ouais. Voilà, maintenant c'est Stéphane qui va faire la gueule. C'est incroyable, quoi. Fais un sourire. Ah, voilà. Moi, un peu de champagne. Il vaut mieux. Moi, un peu de champagne, tiens. Allez, fais ton travail. Et arrête de faire la tête. Ah, voilà. Oui. Tu vois, voilà. Le premier invité arrive et j'ai pas mon champagne. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Frédéric Ploquin. Au 4e étage, s'il vous plaît. À tout de suite. À tout de suite. Frédéric. Frédéric Loquin. C'est le mec qui a fait le wouzou du crime. Ce soir, il est tueur autour de la table. Hein. Même si ça va, il est journaliste. Mais après, il y a des tueurs. Fais attention. Si tu me fais la tête, on pourrait retrouver ton corps dans la baignoire. Monsieur, bonsoir. Donnez votre manteau. Et les chats. Merci. Vous passez par la cuisine. Merci. Ah, Frédéric. Bonsoir. Frédéric, comment ça va? Bien. Je suis venu sans fleurs, mais je suis venu. Bah, c'est toi, hein. Voilà, T'es bienvenu. merci de l'invitation. Hein. Et ils vont tous venir, là, tu crois, ce soir les... Ah, et a priori, oui. Ouais. Je pense que ce sont des gens. Tu sais, les voyous et les flics sont des gens relativement Copains. fidèles en général. Ouais, fidèles. Ils disent quelque chose, en général, ils le font. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui reste chez eux. Qui y a, alors? Alors, bah, tu verras, il y a deux policiers, Ouais. hein, dont un qui est quand même tombé pour braquage, qui depuis a été gracié, C'est qui? Dominique Loiseau, Ah ouais, c'est celui qui a inspiré 36... Quai des Orfèvres, exactement. le film de Marshall. Ouais. Exactement, c'était un flic qui était à la brigade de répression du banditisme, et un jour, alors est-ce qu'on lui a monté un turbin ou pas, mais en tout cas, il est parti en prison, il en a fait 7, donc il connaît aussi les voyous. Ah ouais. Ah, il connaît les voyous. Mais il les connaît comme flic et comme prisonnier. C'est deux choses différentes. Hein. Donc il y a lui comme flic, Il y a lui comme flic, il y en a un autre qui s'appelle Patrick Mauduit. Patrick Mauduit, Il est toujours c'est, flic, oui. il a fait 25 ans de PJ et il est maintenant syndicaliste. Il représente à Synergie, hein, c'est un syndicat d'officiers de police comme ça. Il a fait c'est un vrai flic, on va dire. Ouais. C'est pas un de ces flics à la retraite qu'on voit de temps en temps. Ouais. C'est un flic qui connaît, c'est un mec Ouais. qui connaît vraiment C'est bien le terrain. Bravo, ouais. Et il connaît les voyous. Il Ouais. connaît les voyous. Il aura couru après, si je puis dire. Notamment un de ceux qui va être là ce soir aussi. Ouais. Qui? Il s'appelle Ardouin. Ah, le porte-avions. Exactement. Ouais, on le connaît plutôt sous le nom de porte-avions. C'est Ouais. Mesrine, paraît-il, qui lui a donné ce pseudo. Quoi. Il s'appelle Ardouin. Et ce policier donc a eu Ardouin en ligne de mire à plusieurs reprises, mais ils ne le savent pas. Enfin, disons Ouais. que le policier le sait, mais Ardouin ne sait pas encore qu'il va rencontrer quelqu'un qu'il a eu face à lui à un moment donné. Et puis tu auras, il y a deux femmes aussi qui vont venir, hein, qui connaissent les voyous pour d'autres raisons. L'une, c'est Marie-Christine Guérini, parce qu'elle est Elle est héritière de Elle est ouais. la fille du fameux Mémire Guérini. Ouais. Et l'autre, Laurence Ségura, parce que ça fait 10-15 ans qu'elle est mariée avec un braqueur, roi de la belle, roi de l'évasion. Il vient vos jours, il vient bien. Hein. Et évidemment, il y a vos jours, évidemment. Très bien. Et elle est mariée avec Ségura. Elle est mariée avec Ségura, qui a des soucis sans cesse avec la police, la justice, pour des évasions, des braquages, que lui nie d'ailleurs. Tu vois quoi? Donc ça fait du monde, la même chose que toi. On va dire. Le barman vous prépare un cocktail. Ah ouais, c'est quoi ton cocktail, Romain, alors? Donc c'est un cocktail qui s'appelle Marion, à base de vodka, d'amaretto, qui est de la liqueur d'amande, de jus de citron et de purée de mangue. D'accord. Un peu assez exotique. Ouais. Et, bon, Ça s'appelle Marion? Voilà, en hommage à Marion Cotillard pour ses 30 ans. Ah, dis donc. D'accord. Tu travailles que là-dessus, quoi.
Moi, je suis journaliste depuis 20-25 ans, hein, et c'est vrai que depuis 25 ans, je regarde, je découpe tout ce qui touche les voyous. C'est vraiment c'est un peu un demi-monde, le monde des voyous. C'est un autre monde, c'est pas notre monde. Et moi, ce monde m'intéresse presque plus quelquefois que celui de la nomenclature officielle. Mais ce qui est impressionnant, ce qui moi m'a le plus impressionné dans l'enquête que j'ai fait, où j'ai fait vraiment le tour de France de la police judiciaire, c'est de voir que les para-caïds bossent ensemble aujourd'hui, dans la France de l'an 2000. Contrairement à ce qu'on peut imaginer. Il n'y a pas d'un côté les vieux Marseillais qui bossent dans leur coin, puis de l'autre côté les gars de la banlieue qui feraient leur petit... Non, il y a des connexions qui ont été vraiment mises à jour par la police judiciaire au cours de ces dernières années. Et il y a un certain nombre de gros braquages de fourgons blindés. Oui, bonsoir. Bonsoir, Patrick Mauduit, Dominique Loiseau. Au 4e étage, messieurs. Si. Donc ils appellent ça des tirelires à roulettes. On balade l'argent d'un endroit à l'autre. Le seul endroit où l'argent est vulnérable, c'est quand il est dans le fourgon. Quoi. Donc c'est là où on peut le prendre. Quoi. Messieurs, bonsoir. Entrez. Merci. Vous voulez me confier votre blouson? Gardez votre veste, oui. La veste. Je vous en prie, messieurs, par la cuisine. Les attaques de fourgon, il y a ça, il y a le marché de la drogue, c'est ce qui occupe les 3/4 des bandits français aujourd'hui. Bonjour. Bonsoir Thierry, Dominique Loiseau. Enchanté. Frédéric, ça va? bonsoir. Tu vas bien? Oui. Ouais, Ça va? bien sûr. Bien. Ça me fait plaisir. Patrick. Champagne? Oui, classique. Et vous? Champagne aussi. Moi aussi, je vais reprendre un peu de champagne, Folasson. Vous connaissez Folasson? Du tout. Ouais, ça va. Il déteste que je l'appelle Folasson. Lui c'est le baron noir, hein, puisqu'on est au niveau des alias. Ouais. Lui, alias, c'est... comme moi, tu bonne gueule. C'est un bon loup. Scipion l'Africain. Et lui, c'est Scipion l'Africain. Tu vois, dans la police, c'est un peu comme dans le milieu, il y a des pseudos. Ouais. Tu vois. Tout le monde a un surnom. Et pourquoi Scipion l'Africain? Parce que je suis né en Afrique et j'ai vécu 18 ans là-bas avant de revenir en France. Donc tout naturellement, en arrivant à la police judiciaire, ça a été Scipion. Scipion l'Africain, puis Scipion. C'était l'époque où les gens avaient des lettres, parce qu'il faut encore savoir qui c'est Scipion l'Africain. Il faut avoir fait latin à l'école. Mais il y a de plus en plus de lettres dans la police. Ah ouais? Ah oui. Il y a de plus en plus. Effectivement, Frédéric, journaliste d'investigation, a été le premier à écrire un article sur cette affaire. Quoi. Mais les gens qui, moi, m'ont mis le doute à l'oreille quand il s'est retrouvé en prison, ce sont ses parents chez qui je me suis retrouvé à déjeuner, puis à dîner, puis je suis retourné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ce sont eux, plus un certain nombre de ses anciens collègues, qui ont fini par me convaincre du fait qu'il y avait un sacré doute sur la culpabilité de Dominique Loiseau. C'est ce que vous êtes arrivé là. Bon, en fait, comme le résume très bien un confrère de Frédéric, un ancien policier également, Eric Young, qui est sur France Inter, vous le connaissez bien, Eric Young, lui dit que j'ai été sacrifié sur l'autel de l'oligarchie policière. Bon, à l'époque, c'était un autre contexte que la police de maintenant, mais si effectivement l'affront du 36 qui est des Orfèvres contre la hiérarchie, qui était une première à l'époque. Le 36, c'est mythique, c'est Maigret. La préfecture de police implosait. Il faut savoir que le préfet de police... Il s'était passé une opération pas claire, et pour couvrir l'opération, ils ont... L'opération pas claire, c'est une fusillade contre le gang des postiches, c'est ce qui a mis un terme justement à leur activité. Et là, il y a un chef de service qui enfreint les consignes qu'il avait lui-même données de ne pas intervenir. Et lui, il fait l'inverse, et puis là, il y a mort d'homme quand même. Il y a un collègue qui est tué, il y a deux collègues blessés grièvement. La hiérarchie a couvert ce type, en fait. Oui, parce qu'il fait partie de la caste des commissaires de police, donc ce sont des gens qui sont intouchables. C'est-à-dire qu'il y a une liste noire qui est sortie à ce moment-là, me mettant en cause dans des affaires de policiers qui étaient en prison depuis des mois déjà, qui eux étaient de véritables voyous, qui étaient flics la nuit et voyous le jour, puisqu'ils travaillaient à la BNUit. J'avais travaillé avec eux. Et moi, j'ai voulu avoir des explications. Je me suis présenté à l'IGS, la police des polices, pour justement savoir... Vous avez ouvert votre gueule, quoi. Voilà, et puis je suis ressorti plus de 5 ans plus tard. Presque 4 ans en détention préventive. Puis après, je suis ressorti pendant 2 ans, où là, j'étais payé par l'administration à rien faire. Et puis, je suis retourné au procès d'assises, pensant être acquitté. Et puis, à la finale, j'ai été condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Pour être gracié, dans l'année et demie qui a suivi par le président Mitterrand. Pas gracié, mais pas
pas blanchi d'une certaine façon. La grâce présidentielle, voilà, ce qu'il faut savoir, la grâce présidentielle est un droit régalien qui n'efface pas la condamnation. Alors jusqu'à présent, je traînais comme un boulet cette condamnation inscrite sur le bulletin numéro 3 du casier judiciaire qui sert aux employeurs. Et la bonne nouvelle, c'est que fin septembre, il y a un président de chambre d'instruction qui, pour la 3e audience, m'a donné satisfaction puisqu'il vient d'effacer la condamnation. C'est qu'autour de lui, au 36, il y avait quand même de véritables ripoux. Il ne faut pas non plus dire que tout le monde était blanc, etc. Lui, il s'est retrouvé au milieu de la tempête, mais il y avait de véritables ripoux qui ont d'ailleurs été condamnés, qui ont fait de la prison. Ah oui, il y a du lourd de peine, oui. Donc effectivement, tu as été noyé dans cette espèce de soupe globale où on a laissé croire que tu étais comme les autres. En gros, c'est ça. Mais si je ne me présentais pas moi, si c'était quelqu'un d'autre qui se présentait, il lui arrivait le même sort. Mais il est vrai que cette affaire des ripoux au Quai des Orfèvres, à l'époque, complètement ébranlée. En gros, pour résumer, c'était quand même les faits, c'était quand même assez grave. C'était des flics qui avaient pactisé avec des indicateurs, qui étaient eux-mêmes des voyous. Les indicateurs de police sont tous des voyous. De toute façon, sinon ils ne seraient pas indicateurs, ils n'auraient rien à donner à manger à la police, d'accord ? Et donc il y avait des policiers du 36 qui avaient pactisé avec des indicateurs et qui avaient monté des coups ensemble. Il y avait même à l'époque un certain nombre de policiers du 36 Quai des Orfèvres qui avaient acheté, tombé du camion, des caméscopes, des choses comme ça. Ah non, mais il y avait une trame derrière qui était réelle. Ils sont montés sur des barracages, mais qui sont montés sur des saucissonnages, c'est-à-dire aller chez les gens, les saucissonner, les ligoter et dépouiller tout ce qu'il y a dans l'appartement, qui ont cassé des entrepôts et compagnie. Et leur projet allait loin parce qu'à la finale, ce qu'ils voulaient, c'était subtiliser le butin du gang des postiches. C'était ça, en fait, à la finale. Projet de policier qui passer les nuits avec des voyous, parce que c'est quand même toute la difficulté de ce métier de PJ, c'est que pour faire des affaires, il faut les côtoyer, il faut leur parler. Et quand on les côtoie, on peut être contaminé. Et quand on les connaît trop, de fil en aiguille, il faut savoir où on met la barre et la limite. C'est si à partir du moment où... Donc vous êtes l'erreur judiciaire, quoi. Complètement, oui. Et quand vous étiez en tôle, vous avez connu des voyous. Des voyous, j'ai connu. Alors moi, j'étais isolé en tant que flic, j'étais isolé, mais on m'a mis dans des quartiers d'isolement où en fait il y avait tous les gens du grand banditisme, les terroristes. Et là, il s'est passé quelque chose de très paradoxal, mais je pense que c'était le fait que j'appartenais à la brigade anti-gang. Il y a un respect mutuel qui s'est instauré entre eux et moi, si bien que j'ai jamais eu aucun problème. Et j'ai des potes partout maintenant. J'ai sympathisé avec le chef militaire du FLNC. Avec tous ces Corses, ils me disaient tous bonjour, avec les anciens membres du gang des Lyonnais, mais pour différentes raisons. Les gangs des Lyonnais, parce que je travaillais sur mon dossier pénal, j'avais une petite machine à écrire, et puis lui avait besoin de travailler sur son dossier pénal. Et petit à petit, et ça a duré des mois, pour gagner la confiance, je m'occupais de son dossier, j'étais devenu un peu l'écrivain public dans la prison. C'est moins risqué, faire du cinéma, c'est moins risqué qu'être flic ou être voyou, c'est nettement moins risqué à mon avis. Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Michel Vaujour et Michel Ardouin. Au 4e, messieurs. Merci. Merci. T'es sorti de Clairvaux ? De Clairvaux, t'es sorti ? Oui. Non, je suis passé à la 2, moi, tu m'as pas vu, mais je suis passé à la 2, je voulais faire de l'informatique avec Ralaoui. Voilà, je sais pas qui c'est. Je suis au 2e bloc, là, le bloc en face, je suis passé. Je suis sorti 2 mois après. Ah, bien. 6h du matin. J'étais tricard en plus, j'avais 50 trics, je me suis fait chier à Évreux, à Pointé. Ah ouais? Je rentrais à Paris tous les soirs avec une escorte, mais j'étais tricard. Et là, la trique? Ah, c'est fini depuis. Ça fait 4 ans que c'est fini. Mais moi, j'avais aussi, mais elle a disparu, quoi. Ils s'en foutent maintenant, ça dépend de la justice, ça dépend plus de l'intérieur. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Donnez-moi votre manteau. Sucré comme décor. Nickel. Non, c'est un peu Pompadour. Ouais. Tu me voles rien dedans. Hein? Je déconne. Ah oui, bien sûr. Bonjour. Ah là là. Bonjour. L'essentiel, c'est que lui, il était au quartier de sécurité d'Isolban. Pour sa sécurité, parce que c'est un ex-flic et il y a des hyènes, quoi.
Et moi, j'étais au quartier de sécurité pour des raisons de sécurité, quoi. Et il y a le mec qui est venu me voir, qui m'a tchatché, style... Non, moi, j'ai dit, quand le directeur est venu me voir, il m'a dit, on a un problème. Je crois qu'il y a un mec qui va se canner, quoi, qui va se pendre. Il était dépressif, donc il est tombé dans une sale affaire. Hein. Ah ouais. Et il m'a dit, ça vous dérange pas de l'avoir avec vous en promenade? Bon, moi, je m'en fous qu'il soit poulet ou pas, j'ai rien contre les poulets, bon, qu'ils se mettent pas devant moi, et là, il n'y avait pas de problème quand même, ils se mettaient pas devant moi. Donc la demande conjointe, que je chante avec lui pour qu'il retrouve l'usage de la parole, et que lui me remonte le moral. Alors, mais il profitait de l'occasion, justement, de sortir avec moi en promenade pour s'arracher à nouveau. Moi, oui, bien sûr. Qui préparait une évasion. Qu'est-ce qu'il y a comme mieux? Ça rassurait le directeur, parce que donc le directeur, non, c'est drôle. Le directeur te dit, occupez-vous de l'oiseau, il est dépressif, et toi, tu dis d'accord, et en même temps, t'en profites pour... Et en même temps, ça donne une garantie au directeur, parce que moralement, vis-à-vis d'un mec, un ex-poulet de la BRI, moi je vais. Donc avec Dominique, mais évidemment c'était un mec qui se prenait pour un flic, il y avait un problème, quoi. Mais non, j'ai rencontré juste un mec. Mais quand tu l'as vu la première fois, il était comment? Il était mal, l'oiseau? Il était down, le pauvre, il était down. Mais vous êtes connus où alors? Non, nous on était à Clermont ensemble. Une ancienne centrale militaire qui était très dure parce qu'il y a des mecs qui la gèrent, c'est les frères Suchet. En 1936, ils tuaient les mecs à coups de clé dans la tête dans les mitards. Et quand on y était, c'était encore Noiret, marié avec une fille Suchet, c'est les Suchet qui drivent. J'ai craché. Et quand il y a une évasion, c'est le directeur qui est puni et pas le chef de la sécurité parce que c'est un Suchet. L'administration pénitentiaire, c'est très spécial. L'État fabrique des malfrats. Pour l'instant, c'est les cités. Nous, ça a été nous. Bon, moi, je suis un fils de famille qui est mal tourné à 15 ans. J'ai fait un bras d'honneur à ma famille, je me suis cassé. Bon, mais c'est autre chose. Mais ton père était industriel, non? Oui. Moi, je m'appelle Michel Ardouin, petit Dieu de Pomeroy. Si je veux demain, je n'ai pas volé ma chevalier. Arrête. Mon père est enterré avec la même et ma mère aussi. J'ai fait 14 sur le lycée, le religieux, foutu à la porte. Ah ouais. J'étais au Racing Club de France. J'ai au Racing Club de Paris, le truc le plus fort à l'époque, il n'y avait pas encore tous les feux. J'étais viré parce que j'étais en train de tirer une amie de ma mère dans les buissons à 15 ans. Je me suis amusé avec tous ces gens-là. J'ai le grand d'arrêt facile déjà. Il est trop fort. Et alors donc, ils nous ont fabriqué, vous êtes un représentant de l'État. Attends, c'est pas un épicier tranquille buvette, c'est pas un kabyle qui gère une machine à sous, c'est un flic avec un calibre, avec un homme de terrain. Mais nous ne sommes pas formatés. Oui, mais quand tu mets les menottes à un mec, tu sais que tu l'envoies au placard pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Oui. Tu te branles pas, t'as fait ton boulot. On fait notre job. Eh ben, subissez quand il le faut. Eh ben, tu vois. J'ai travaillé 2 fois sur Ardouin. En gros, en 1990, tu habitais à l'époque Boulevard Suchet. Ah, tu étais avec Fabiani alors? Non. Parce que Boulevard Suchet, Fabiani m'a raté grave. Oui, mais nous. Tu connais Donjon Fabiani? Moi, oui, absolument. Donjon. Dans le 16e, il a voulu manger avec moi au Mozart chez mon pote Gauthier qui vend le pinard. Et donc, à l'époque, on avait un tuyau, il était dans la came, donc on a commencé à planquer sur lui. Ouais, il est difficilement filochable. Ouais. Alors ça, je veux dire qu'il est très chiant, il roule très vite. Il est très chiant. Très chiant, roule très vite. Mais enfin, quoi qu'il en soit, on travaille dans le temps. Ouais. S'il y a un chemin qu'il emprunte, bon, on se fait larguer à un endroit, et ben ensuite. J'attends le lendemain au même endroit, mais j'ai pris le chemin. Et puis, et ainsi de suite. Donc, vous finissez par l'avoir. Nous sommes payés au mois. Et donc, nous sommes payés au mois. Oui, mais c'est là. Non, mais il a raison. C'est intelligent. Ah oui. Et tu te fais serrer sur l'autre Trocadéro parce qu'avec des faux papiers. Non, j'ai pas des faux papiers. Et une arme. Non. Non, mais tu te fais serrer par la bague sur le Trocadéro. Et là, et nous. Non, mais j'ai pas d'arme, j'ai pas de faux papiers. Et nous, on essaie. Aujourd'hui, tu te trompes à cause de la plaque. On lève. Ouais. On lève. Et ensuite, le groupe, on a retravaillé sur lui à ce moment-là. Non, mais je vais lui faire la chantage parce que je me trompe là. C'est les cow-boys et les Indiens quand même. Tu te trompes. Attends, excuse-moi. Donjon Fabiani. Tu te fais serrer sur le Trocadéro. Alors je t'explique pourquoi je me fais serrer. Mais automatiquement, on lève. Moi, à l'époque, la cam, je délègue. Je peux te dire maintenant parce que c'est il y a 30 ans, il y a presque. C'est Gibus qui vont pour moi. Et c'est Bernard Haute-Vos qui est mort en Espagne qui vont pour moi. Tu chapeautes la coque. Je chapeaute. Non, pas la coque, l'euro, moi. Attends. L'euro, ça fait l'oseille. Puis attends, je m'en bats les couilles de tuer les politiques ou les mecs du showbiz, je comprends, je m'en fous. Attends, c'est pas mon truc. J'ai failli mourir, moi. J'ai pris de l'héros pendant 3 ans, je me suis arrêté au dernier moment, j'ai failli crever. Je vous ai pas mis un fusil de chasse dans le dos pour vous empoigner. Ah non, j'étais ravi d'en acheter, je payais. Je te mets à l'aise, j'allais chez le dealer tout seul. Alors attends, moi j'ai toujours vendu. Peut-être que je t'ai fait gagner du blé finalement. Non, mais là où mon éducation religieuse a suivi mes affaires, c'est que j'ai toujours vendu coupé, j'ai pas une overdose dans mes affaires, je faisais 8 kilos par mois à l'époque. Et l'histoire est exacte, je suis sous mes vrais papiers, je suis en cavale pour l'hélicoptère, j'ai volé un hélicoptère pour évader un ami. On va manger chez le Chinois à côté. Et quand je ressors, les condés me tapent au faf. Je suis sous mes vrais papiers. Je viens de toucher les bastos pour le service de protection de Mitterrand. Celle qui traverse un mec, mais qui touche un mec, mais il ne traverse pas derrière. Et l'autre con, il les a chez lui depuis je ne sais pas combien de temps, et elles sont dans la boîte aux lettres. Je vais me chercher mes bastos.
Oui, bah j'y vais, machin. Quand il revient, boum, les comptes serrés. Et le mec, vous avez des feuilles de paye, monsieur? Je dis non, mais toi, t'as gagné une lettre de félicitations du ministre. J'ai dit, sur le cul. Enfin bref. Je suis pas armé, je ne suis pas armé. Et tu sais qui je retrouve? Je me retrouve à la 8e BT chez mon pote le Savoyard. C'est lui qui me lève dans l'infirmerie. Dans l'infirmerie, il a le calibre sur la bouche, il tremble. Alors vous en êtes où aujourd'hui, vous? Vous êtes en liberté, donc apparemment. J'ai été arrêté, ça va être long. Entente, coup de téléphone sur le sol français avec entente en vue d'association de malfaiteurs, proxénétisme aggravé, proxénétisme international. Ouais. Ça vaut 10 ans. Ouais. Je suis en provisoire sur une affaire, j'ai 2-3 jugements, parce que moi quand je suis sorti j'ai fait du légal. J'avais 8 camions qui vendaient du cristal de je sais pas où, et des casseroles de je sais pas où, des batteries Zepter, des machins à 15 000 balles. Les gens étaient contents, ils payaient en 6 chèques. Ouais. Alors là je passe parce que mes vendeurs, ils ont promis un stylo au mec qui achetait une casserole, qui n'ont pas donné le stylo, je passe dans 3 jours. Ça, c'est pas grave. Hello. Oui, bonsoir. Marie-Christine Guérini. Laurence Ségura, bonsoir. On est là. 4e étage, s'il vous plaît. Merci. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Oui. Vous voulez me confier vos manteaux? Oui, très volontiers. Voilà. Je nomme en Sac. version, je pense. Oui, si vous voulez, bien sûr. D'accord. Nous passons par la cuisine. Allons-y. Qu'est-ce qui a motivé cette haine comme ça de la société, de l'ordre républicain? J'ai le mépris. Ah, mais c'est tes trucs, Claude. Bonsoir. 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 Qu'est-ce que c'est tes trucs sur le net, là? Bon, bah, on passe à table, là, parce qu'on va être trop. Présente-moi les filles, Fred. Ah, Laurence. Laurence Ségura. Ah, elle est bizarre, Donc, ça, bonsoir. ça. Donc, elle, hein, tu raconteras, mais tu vis donc depuis quoi, 10, 15 ans? Tu peux parler plus fort? 20 ans. 20 ans, 20 ans. 20 ans. Donc 20 ans avec quelqu'un qui a été accusé de main braquage, qui en conteste un certain nombre d'ailleurs. Donc tu sais ce que c'est, quoi, le grand banditisme, mais de manière intime, on va dire. Ouais. Voilà. Et Marie-Christine aussi connaît de manière assez intime finalement ce milieu, parce qu'elle est donc la fille du fameux Mémé Guérini, hein, qui a été donc un grand parrain, Barthélemy Corso marseillais, on va dire. C'est un peu plus mythique. Oui, non, mais très mythique. Pas encore, mais Donc on va dire Très mythique, très mythique. Moi, j'étais à l'hôpital de Fresnes, Ah oui. quand il y était. Mémé Guérini. Ah oui, et c'est un truc qui m'a marqué. C'était ma 2e tentative d'évasion, Ouais. et je m'étais cassé la jambe. Et donc, je me suis retrouvé à l'hôpital de Fresnes, et je me souviens. J'ai vu un homme, vraiment un mec, quoi. Ce qui m'a marqué, c'est un mec qui s'est approché de lui, ça devait être un Corse, et la façon dont il l'a embrassé. Oui. Il lui a fait la bise, il n'y avait pas besoin de commentaires. Ouais. On savait qui était qui, quoi. Ouais. Les Guérini, en fait, leur force, c'est d'avoir choisi la résistance. Bah, c'est le premier palier en fait. Hein. C'est la guerre, c'est la résistance. Ils ont choisi la résistance au lieu de choisir la collaboration. Et après, quoi. bon, Par rapport à Carbone et Spirito, qui eux succédé. Carbone et Spirito. Ils ont eu la qualité de... Bon, quand un Corse arrive sur le continent, il dit « Je suis rentré avec ma bite et mon couteau Ouais, ouais. ». Et souvent, la mère cousait l'argent dans la poche pour qu'on ne vole pas sur le bateau. Ouais. Et tout à fait. Ils sont arrivés, non mais... Tout à fait. Ils sont arrivés, ils ont réussi à se brancher avec les syndicats et faire une forme de résistance. Ouais. Donc ils ont pris leur place. Donc ce qui veut dire qu'à la Libération, ils se sont retrouvés un peu les bandits officiels de la République. Je veux dire, ils ont quand même beaucoup été estimés de par leur fait de guerre et leur fait politique. Ouais. Bon, après, ça a dégénéré, je pense, parce que c'était des gens qui rendaient beaucoup de services. Ah, les Guérini, ça consistait en quoi leur business alors après la guerre, mettons, une fois qu'il y a eu la Libération? Bon, c'était beaucoup les trafics de femmes. 3-4 bordels. Trafic de femmes. Mais les bordels étaient interdits après la guerre. Non, c'était des bars à golf jaune autorisés pour les Américains. Ah oui, d'accord. On était marins à l'époque, nous. Quand les Ricains arrivaient, les Français n'avaient plus le droit de rentrer parce qu'on avait 15 francs par mois, ils avaient 100 000 $ à dépenser. Donc il y a eu ça, il y a eu quoi? Il y a eu les Mais il y a filles. eu Blément aussi, donc le ministère de la DST, qui a quand même véhiculé les Guérini vers quelque chose de...
Oui, de Renucci aussi. Parce qu'ils ont refusé la cam, ils ont accepté la cam au démarrage. Renucci, qui était au Maroc, était vraiment un seigneur de la guerre. Et il a branché les Américains sur les Guérini, qui avaient des accointances encore avec tous les Corses qui avaient vécu à faire le trafic de pièces en Indochine, pour amener la cam. Des lingots aussi. Voilà. Il y a des femmes qui ramenaient des valises de lingots. Et les Guérini ont trop hésité. La cam c'est bien, la cam c'est pas bien. Oui, la cam peut-être. Pas sur la France, pas sur la France, ça dérange. Et pendant ce temps-là, je veux citer... Pas l'Hexagone. Je vais citer les Paenacci, qui étaient mes amis. Moi, j'ai travaillé pour eux en Amérique latine, à Latino Connection. C'est pas méchant ce que je dis, parce que j'avais beaucoup d'estime pour eux. Pendant que les Guérini fêtaient leur 6e bordel, les Paenacci fêtaient leur première banque. Quand la French Connection s'est cassée la gueule, on a fait la Latino Connection, dont j'ai fait partie. Enfin, en porteur, hein. Enfin, pas, j'ai jamais porté. Enfin, j'étais l'exécuteur, moi. Il fallait rechercher les gens qui étaient partis avec l'oseille. Mais l'erreur des Guérini, c'est de ne pas avoir poussé dans le banditisme et rester c'était des sortes de notables après. Après la guerre, ouais. On ne peut pas être moitié voyou. Il faut faire fort et renouveler sans arrêt, faire très fort. Voilà. Ou alors s'arrêter. Ce que je trouve hallucinant, donc, c'est de me retrouver à cette table, donc discuter avec des gens qui, pour moi, sont des voyous, mais qui restent des figures quand même. Il faut, parce que bon, il est vrai que le casseur de banlieue, enfin toute cette délinquance extrêmement violente qui arrive aujourd'hui, c'est vrai qu'elle n'a strictement rien à voir avec ces gens-là. Bon, même si Michel Ardouin est un tueur, je crois que ça n'a... Attends. J'ai pas pratiqué le meurtre, j'ai pratiqué le règlement de compte. J'ai jamais tiré une caissière de banque. Tu sais ce qu'il a dit, Broussard? Ils ont tiré à ras du sol pour se dégager et jamais tiré à hauteur d'homme. Donc je ne suis pas un tueur. Je suis un mec qui aime pas qu'on mange dans sa gamelle. Quoi qu'il en soit, il faudrait quand même remettre chaque chose à sa place. Et mais oui. Ce que vous voulez dire, c'est quelle que soit la beauté du geste, il ne faut pas. Quand même, Tout à fait, parce qu'il y a quand même entre voyous et policiers. Alors il y a eu des gestes. C'est vrai, il y a eu... Enfin, si vous me permettez, en 1 minute rapidement, je vais raconter une anecdote. Nous étions 6, on rentre, il est mort maintenant chez Charlot, qui tenait les Lumières de Belleville, dans le 20e arrondissement, qui était une cantine de la PJ. Et au fond de la salle, il y avait 4 types, 35 ans. Bon, ils nous ont reniflé tout de suite, et nous, tout de suite, on s'est dit, c'est pas bon. Et il y a eu un geste. Charlot est arrivé, nous sommes installés à la table à côté. Il y a une bouteille de champagne qui est arrivée, c'est de la part de mes amis, donc les 4 qui étaient là. On a levé la coupe à leur santé, nous avons mangé, ils avaient commencé avant nous, ils sont sortis, nous sommes salués en sortant, et après nous avons appris que l'un d'entre eux donc, était évadé, il était recherché pour homicide, etc. Mais il y avait un champ clos, il y avait un sanctuaire, nous étions chez Charlot, et donc il n'était hors de question de franchir ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a des no man's land, et finalement les voyous et les flics se retrouvent sans... Moi, je vais te rencontrer là, t'es sympathique. L'oiseau est sympathique. Bon, ton histoire, ça c'est le fair play des années 50, ça, je vais te dire un truc. Non, c'est pas les années 50. C'est une histoire récente là qui raconte. Ce n'était pas les années 50. Ça remonte, c'était encore 85-90. Un beau jour, il y avait les putes à Paris. Alors moi, je parle de choses que j'ai vues. La gonzesse en punition, Barbès. T'as fait la conne, machin, t'es à la Madeleine, tu vas à Barbès. Et la gonzesse faisait le 80 passes. Il y avait 2 gonzesses en chambre. Elle lavait le client. Le client faisait « Waha !» en 4 secondes. Elle était pénétrée 4 secondes, 80 fois. Elle avait une ovule noire dans la chatte. Elle avait un préservatif. Elle avait une membrane, un machin. Et quand la cliente disait « Ta punition, elle est élevée. » Tu retournes à la Madeleine, elle te disait « Non, je reste à Barbès, je suis bien. » Pourquoi? Parce qu'à la Madeleine, le mec, il bave, il a bu, c'est un homme du monde. Alors l'homme du monde, attends, l'arabe, il va au sauna avant d'aller tirer son coup. Son slip, il est propre. Le notaire parisien, son slip, il a une trace de pneu. Il n'y a pas plus sale que les Français. Moi, je me lève le cul comme les Arabes depuis l'âge de 15 ans. Ce que tu veux dire, c'est que la fille préférait Barbès, 80 passes, c'était 80 fois 3 secondes. Alors qu'à la Madeleine, le mec, mais ma chérie, je t'aime, donne-moi la bouche. La pute, elle donne pas la bouche, elle donne pas le cœur. Ouais, mais ma chérie, machin. Et le mec, pour 30 sacs, pendant 1 heure sur son ventre, elle en peut plus. Enfin bon. Donc ça, déjà, c'est la différence d'abattage. Deuxièmement, les putes étaient un mal nécessaire. Elles étaient heureuses. Moi, à l'époque, c'est casque d'or, mon époque des années 60. C'était casque d'or. C'était le coiffeur tous les matins, la manicure, la pédicure. Elles étaient entre copines. Elles avaient leur jour de congé dans des belles auberges. Elles étaient heureuses. Mon mari. C'est pas femme de ménage, tout ça. En plus, même la gonzesse, elle te disait une chose. Attends, mais tu raisonnes à ta façon. Elle te dit, moi, mon mari, il en a 3. Moi, c'est un seigneur de la guerre. Moi, je suis pas toute seule. Moi, je suis madame, mais il y a le chouchou et il y a l'autre. Bon. Depuis la loi Sarkozy, quand j'ai envie de me faire éponger sur les boulevards à 3h du matin quand je rentre, il n'y a pas une gonzesse, c'est des cadavres. Tu vas rue Saint-Denis maintenant, c'est des monstres. Elles étaient belles, nos gonzesses. Elles étaient soignées, elles étaient habillées Chanel. Moi, je vais te ramener une gonzesse à moi, la belle Diane. Elle voulait l'épouser.
s'est coupé 2 fois les veines pour elle. Ouais. Elle a 18 intérieurs Chanel et 30 Torrent chez elle. Et tu sais ce qu'elle me dit? Moi, même si j'ai 70 ans, je fais des pipes pour m'acheter encore des chaussures Chanel, je m'en fous. Ça va, 50 ans. Oui, c'était en une des plus belles gonzesses de Paris. Donc, si tu veux, tu raisonnes à ta façon. Il y a 2 façons de voir la chose. Bah oui, encore. Il y a vous qui avez pratiqué ce genre de choses, et ici moi, j'ai jamais pratiqué le tapin, moi. Non, mais qui avez pratiqué, c'est pas ça, je veux dire. Le banditisme, en faisant de la cam, en faisant du proxénétisme, en faisant des braquages, en faisant. Donc, et de l'autre côté. Donc il y a le seul policier qui est à table. Ouais. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Et qui dit que vous avez une façon de voir les choses qui n'est pas celle de la société. Donc c'est pour ça que moi je vais revenir. Non mais il a raison, il a raison. Il a raison. Je sais. Michel, il a raison. Mais oui, il a raison, mais alors laisse-moi donner mon point de vue. Non, attends, laisse-moi donner. Tu vois, ça m'appelle Michel. De jour que tu commences bien, tu fais des progrès. Simplement une chose. Même si le mot n'est pas beau, il n'y a pas une héroïsation à faire de ce que on fait vous pas avez l'héroïsation, fait. on n'a rien à cirer de l'héroïsation. C'est la bonne question. Mais la table entre nous permet de parler d'homme à homme, si ça t'arrive dans la vie. Tu vois? Ok? Ça lui arrive, tu tombes. Non, tu t'enfermes pas dans ton machin. Je te parle. Toi, tu vis selon des règles. Nous, on vit selon d'autres règles. C'est tout. Tu crois que ça existe, tes règles à toi? Demande à Dominique. Dominique, il y a cru pendant 15 ans à tes règles. Tes machins d'institution et compagnie. Il y a cru pendant 15 ans, le pauvre vieux s'est retrouvé au placard, il a pris 12 ans de prison. Presque autant qu'il a cru à la société, toi. Il commence à guérir. On n'a qu'une vie. On la vit. Quelle qu'elle soit, c'est la nôtre. Ok? Nos règles valent les tiennes. Un point, c'est tout. Parce que tout n'est pas... Le voyou, c'est vrai, le grand bandit, on fait des tas de films sur lui, on écrit des tas de bouquins sur lui. Pourquoi? Parce que quelque part, je pense qu'au fond de chaque personne normalement constituée dort un petit hors-la-loi. C'est-à-dire même au fond du policier. C'est-à-dire qu'on a tous en nous quelque chose de hors-la-loi qui fait qu'on est tous, non pas forcément fascinés, mais quelque part, pour les gens, entre guillemets, ordinaires, le voyou fait quelque part des choses qu'il a peut-être toujours rêvé faire et qu'il n'a jamais pu faire. Ça, c'est extrêmement important, je crois, dans la relation de fascination qu'il y a. C'est-à-dire que moi, je me place en dehors du champ de la morale, à savoir code pénal, pas code. Là, je réfléchis au fait que le voyou prenne autant de place finalement dans la société. Pourquoi on en parle tout le temps? Pourquoi il y a des films? C'est des mecs qui se rebellent contre la société, qui vivent différemment. Ce sont des rebelles, mais peut-être qu'au fond, il y a un certain nombre de personnes qui les regardent et qui aimeraient se rebeller de cette façon-là, mais qui ne peuvent pas le faire. Alors, tu vas me dire une chose, tu défends la société, c'est très bien. Je suis OK que nous, on n'a pas tout le temps raison. On n'est pas des hors-la-loi cow-boys, on n'est pas des Robin des Bois, on n'est pas ça. Mais M. De Gaulle a commencé à taxer les filles à l'emballage à 60 francs par jour. Voilà. On a fabriqué, laisse-moi finir, c'est mon sujet. Ça me fait plaisir. On a fabriqué des brigades de défroqués, c'est-à-dire des connards de flics en uniforme avec un cocher intellectuel de 80. Tu vois? Ou 70. Je peux te citer les surnoms d'époque, tache de vin, machin, branleur et tout, qu'emballaient les filles. Les filles faisaient 2 jours de travail, le 3e jour emballées. Elles avaient leur PV. Non, je peux pas t'emballer, je t'ai emballé hier. Tu connais l'histoire. Elles voyaient plus leur gosse en nourrice pour Madame de Gaulle, qui a fini sa vie à crever dans un couvent. Elles voyaient plus rien. Elles pouvaient plus casquer leur julot. Elles pouvaient plus casquer leur hôtel, ni leur studio, ni rien. Donc l'État a pris plus d'oseille que nous sur les filles. Et il les a plus détruites que nous. Attends, laisse-moi finir. Je t'ai bien écouté, j'ai écouté Michel. Donc si tu veux, à l'époque de Giscard d'Estaing, la taxe de la gonzesse emballée, c'était 1600 francs. Les impôts tombent sur les gonzesses, elles leur prennent des 8 bâtons, des 10 bâtons, des 15 bâtons. Les filles intelligentes qui travaillent en camion maintenant. Moi, il y a 2 ans et demi, 3 ans, quand je suis tombé, c'était une vengeance de la BRP. C'est parce qu'en 87, j'avais 25 gonzesses en camion à Vincennes. Je les connaissais pas, j'en avais G3. Les autres, je connaissais pas. Il y avait l'encaisseuse, le videur, le machin. J'ai organisé. Vous avez, vous, l'État, martyrisé les putes. Nous, on les a choyés, dorlotés. On les a exploités. Chacun son point de vue. Chacun son point de vue. C'est dommage, elles ne sont pas là pour parler, pour s'exprimer. Mais tu sais, je vais t'amener 20 putes, 30 putes qui sont sur des redressements fiscaux de 30 bâtons, 40 bâtons. Ils leur ont saisi leur maison, ils les ont mis à la rue. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, nous, on leur prend leur oseille, mais c'est un arrangement. Attends, le milieu a toujours été pourri, sauf que je m'en apercevais pas, je voyais ça avec mes yeux d'enfant et d'adolescent de 20 ans, 30 ans. Les mecs chez qui on buvait le coup, à qui on dépensait de l'oseille, qui avaient la perme de nuit, ils balançaient. Mais ils balançaient qui? Le faible, le connard, le mec. Il y a 5-6 sortes d'indices. Excuse-moi de te dire une chose. Le milieu a toujours une collusion avec la police, certains mecs, par le bas. Attends. C'est pour ça que toi, tu parles de mythologie. Le milieu a toujours été pourri. À part 20% de mecs. Attends, moi j'ai 5-6 amis. C'est ce que je dis, Michel. De ma génération, qui sont propres, Il y en a eu, oui. qui n'ont rien à se reprocher,
Non. Il y a eu quelques faits qui ont été glorifiés. Qui ont été glorifiés. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que la police entretient cette mythologie. Ce que tu dis, c'est que toute la parole, la mentalité, ça c'est des conneries. C'est pour te mettre le couteau dans le dos. Ça c'est des conneries. Le milieu, premièrement, c'est un milieu de pute, de concierge jalouse. Attends, excuse-moi. Les jalousies, tu sais ce que c'était? Attends, à un moment, les stupes, ils te disaient on n'a plus besoin d'indic. On a des coups de téléphone par les concurrents. Allô, Georges Machin, il va livrer 200 grammes de coke au carrefour de la rue d'Italie, machin, ce que tu veux, à telle heure. L'autre, tu veux quelque chose en échange, ta gueule, boum. Ouais. Parce que c'est pour reprendre le marché. Le milieu a toujours été pourri. Donc ça n'existe pas, le code d'honneur des voyous. C'est mon cul, ça. C'est de la mythologie, ces conneries-là. Par contre, ce que je veux dire, j'ai pas pu dire tout à l'heure. Ce qui est assez rigolo là dans le dîner, c'est qu'en fait, le seul qui défend la mythologie des voyous, c'est le flic, quoi. Non, oui, parce que ça l'arrange. Et là vous abondez dans mon sens, que nous ne sommes pas dans le merveilleux monde de Disney qu'a monté une certaine presse. Ouais. Bien sûr. En amplifiant ou en glorifiant certains gestes, certaines anecdotes. J'en ai connu quelques-unes également, j'en ai raconté une, je pourrais en citer une autre. Mais hormis ceci, c'est un monde de violence, c'est un monde de trahison, et notre rôle de policier, c'est de vivre avec ça, c'est de recueillir le bon renseignement. La première fois, je me suis planté sur toi, et la deuxième fois, j'ai pas réussi à faire. Sans ça, vous pourriez pas travailler, vous n'avez pas de boule de cristal. Sans indique, sans téléphone et sans la connerie des gens qui se balancent au téléphone, c'est évident. Je veux dire, vous pourriez pas travailler, ça c'est clair. Pour en revenir dans le fond de la discussion, parce qu'en fait, c'est vrai que quand tout le monde s'est emballé, on arrivait au cœur du sujet. Ouais, c'est pour ça. Il y a les flics d'un côté et les voyous de l'autre. Oui. Ah, ok. Donc c'est à moi maintenant. Mais les voyous différencient. Tu sais comme j'aime t'entendre parler comme ça? Mais depuis le début. J'ai envie de te prendre dans mes bras là. Elle n'exagère pas quand même. Pourquoi pas? Michel. Je crois que je vais faire un Pax. Moi, je vais dire pourquoi tu m'as jamais arrêté, maintenant je t'attends. Ouais, vas-y. Moi, j'ai fait 16 ans de placard dans ma vie, dans la réclusion. En 4 fois. Putain. Moi, premièrement, j'ai fait qu'un tiers de ma vie au placard. Deuxièmement, il n'y a pas un mec qui peut dire que les 2 autres tiers, j'ai emprunté 10 sacs à quelqu'un. J'ai toujours été riche. J'ai toujours vécu comme un grand bourgeois. Parce qu'en plus, avec mes origines, je gâche pas mon oseille. Mon mari, moi, c'est pas un voyou. Il n'a rien à voir avec... c'est pas un gangster. Il est tombé dans un engrenage fait... c'est un préfabriqué. D'une erreur judiciaire, il est rentré en prison, il n'a pas trouvé d'autre porte de sortie que de s'évader avec son frère aîné. Ouais. Et disons que c'est moi j'accuserais la société d'avoir fabriqué mon mari, de l'avoir forcé à être voyou. Moi j'ai fait 10 ans de cavale, monsieur. Je connais pas une femme, on en parlait avec Marie-Christine, hein, je connais pas une femme qui a fait 10 ans de cavale. Je trouve ce que je veux, quand je veux, à l'heure que je veux. Et ça fait 18 mois qu'on file mon mari en cavale. Qu'est-ce que veut la société française? Qui rebraque? Vous connaissez l'histoire, c'est son mari. Qui fasse quoi? Au moment où il était réinséré, qu'il travaillait pour cette boîte d'informatique à Bordeaux et après à Nîmes, etc., à ce moment-là, les mecs en Belgique ont retrouvé un truc... Non, il y a une nouvelle loi qui a été faite. La loi Perben 2 a fait une loi rétroactive. Et c'est la deuxième fois que la société française fait une loi rétroactive. La première fois, c'était pour les juifs. Ouais. Pour leur enlever la nationalité française, ma fille a fait un devoir à son lycée, et pour pouvoir leur piquer tous leurs biens et les envoyer à la chambre à gaz. Voilà, c'est tout. La loi rétroactive, qui est du 10 mars, ça a été fait le 10 mars 2004, et ça a été rétroactif, c'est-à-dire que vous avez une amende maintenant, vous avez des amendes, vous avez fait des délits maintenant, ça part jusqu'en 1993. Oh, faut arrêter là. Là, il faut arrêter. C'est le seul pays européen qui fait une loi rétroactive aussi loin. Laurence, ton mari est toujours en cavale. Il voulait un jugement. Mon mari est toujours en cavale depuis 18 mois, monsieur. Son patron se bat, il a monté un comité de soutien. Il a demandé à être reçu par monsieur Perben et maintenant par monsieur, je sais plus comment il s'appelle, le nouveau. Oui. Voilà, le nouveau. Ils ont le dossier seulement ils savent pas quoi en faire du dossier. Et c'est ça que vous représentez, vous. Je ne connais pas votre dossier. La seule chose. Allez voir, il est sur le bureau de différents ministres qui passent. La seule chose dont je suis certain, la seule chose dont je suis certain, c'est que le judiciaire actuellement est extrêmement lourd, et je plains quiconque... Ils ont des sous à dépenser, hein. Je vous le dis moi. D'y tomber. Ce qui m'a fait douter de la justice, c'est en 1999, il y a eu une affaire où 5 collègues qui étaient au service départemental de police judiciaire 93, et donc j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, on peut n'avoir rien fait,
et on peut être pris dans le maelstrom. Ouais. Maintenant, il faut savoir et pouvoir en sortir de ce maelstrom. Son mari, je l'ai connu. Ne pleure pas, Michel. Non, je pleure pas, mais je sais la douleur qu'il y a derrière. C'est de l'amour. Son mari, je connais. Il est en quartier d'isolement, etc. Je sais qui c'est, entre guillemets, qui c'est. Je veux dire, la situation dont tu parles, là, j'en parlais il y a quelques jours avec ma femme. Moi, je m'en suis sorti du bordel. Là, j'essaye de reconstruire ma vie, moi. C'est pas le pied, hein. Je me taffe, grave. Ça serait plus simple pour moi de monter quoi que ce soit, quoi. Pas de problème, hein. Crois-moi. J'ai appris comment on faisait, il n'y a pas de problème, j'ai eu le temps. Enfin bon. Mais ce mec, franchement, comme tu fais, c'est bien. Comme il fait, c'est bien. Et il a tous les droits, ok? C'est clair, c'est net. Putain, il a qu'une vie, ils vont lui casser les couilles, il doit retrouver un bout de paplard, qui vont lui changer sa vie. Le mec, il a tout fait pour retrouver une normale, et maintenant, il faut qu'il se batte encore. Tu sais, quand je me suis enchaînée au gré du palais de justice de Bordeaux, je voyais passer les gens, et je reconnaissais systématiquement les mecs ou les femmes qui étaient passés en prison. Ils sont stigmatisés, les gens, il est stigmatisé. Et alors là, c'est... Maintenant, tout ce que vous avez à l'encontre de la justice, à l'encontre des règles, je ne suis pas législateur. Voilà. J'applique la loi. Non mais. Oui, c'est un flic. J'applique la loi. Il n'est pas l'administration pénitentiaire. J'applique la loi. Il y a des lois qui sont bonnes. Sauf que pour un flic, il y a des lois qui sont mauvaises. Seulement, en tant que policier, je ne suis pas là pour dire aux législateurs, vous faites des conneries ou quoi que ce soit. Je suis là pour appliquer la loi. Et je reconnais que parfois, la loi est mauvaise. Lorsqu'elle m'empêche de travailler ou lorsqu'il y a des dérives. Maintenant, il est certain que vis-à-vis d'un univers qui est la jungle, Complètement. le fait de mettre des gens qui sont déjà hors la loi et leur recréer une jungle à l'intérieur d'un univers totalement fermé, complètement je suis d'accord avec le fait que la justice en France et ce qui se passe en prison n'est pas bon. Nous savons que la prison n'est pas rédemptrice et que de toute façon, elle ne peut pas. Non, c'est pas ça. D'où je reproche. Elle ne peut pas réinsérer. Comme moi, on met au placard dans les conditions les plus dures, je m'en bats les couilles. Moi, tu me détruiras pas. Maintenant qu'on mette des pauvres mecs qui n'ont rien à voir et qui sont en train de se détruire à mon contact, parce que moi, attends, je vais pas leur faire de cadeaux à l'intérieur, le mec, faut qu'il marche droit. Attends, je t'explique. Que moi, on cherche à me détruire, je suis un danger pour la société, c'est sûr. Même encore aujourd'hui sur le plan financier. Oh, chouette! Alors, tu vois, je m'en bats. Qu'on cherche à me détruire, je suis d'accord. Quels que soient les moyens, je m'en fous. Attends, moi, tu sais ce que disaient mes associés américains? Moi, j'étais avec la famille Catino à New York. Mettez-moi dans une matchbox, ma famille manque de rien, je vous emmerde. Et même si la famille manque. Le raisonnement. Et moi, j'ai le même raisonnement. Mets-moi dans une matchbox, pendant 30 ans, ma femme, mon fils, personne ne manquera de rien. Mes associés sont là, mes amis sont là, mes avocats sont là. Ce que je ne comprends pas, c'est vous sacrifier 50, 60, 80% de gens qu'on met en prison ou qu'on arrête, alors que si tu disais au mec, on te met 30 mois avec sursis et tu recommences plus jamais, il ne bougerait plus jamais. Il y a des établissements. Ce mec parlait, nous les... J'écoute-moi bien. Là, je parle de réinsertion, excusez-moi. Je parle humain, là. Je ramène pas. Essayer, hein. Et j'écoute-moi bien. Le maton que tu méprises parce que tu te prends pour un malfrat, pour un voyou, pour un gangster, pour ce que tu veux, il baisse sa femme tous les jours, il entre tous les soirs entre les cuisses de sa femme, il a la télécouleur. Ouais. Et toi, t'es une merde à manger du pain industriel et t'as plus de dents. Est-ce que tu peux comprendre que tu seras une merde dans la société toute ta vie si tu continues à jouer le jeu du voyou? Ça veut dire que j'ai eu un rôle d'éducateur musclé. D'éducateur musclé. Et je dis une chose, c'est que beaucoup de gens que j'ai connus dans les prisons, s'il y avait un éducateur... À Clairvaux, les éducateurs étaient interdits, il n'y avait pas. À Saint-Maur, ils faisaient le courrier. Ouais. C'est ça le problème de l'administration pénitentiaire. C'est là où j'en veux. Parce que moi, qu'on me détruise ma vie, je les encule. Mais qu'on détruise la vie de mecs qui sont récupérables, c'est pas bien. Ce mec, quand il est sorti, je l'ai fait prendre en charge par des amis. Ils l'ont mis directeur d'un théâtre Love. Ouais. Tu sais, où les mecs qui baisaient dans les filets et tout ça. Il est tombé amoureux de la comptable. Il s'est marié avec elle. Il lui a fait un enfant. Quand je suis sorti, c'était fini les théâtres Love. Ouais. Il faisait des déménagements. Il a curé les égouts. Ouais. Il a déménagé des pianos, il fait 34 kilos. Il n'est plus jamais retombé. Ouais. Je lui ai dit, tu seras une merde dans la société si tu continues. T'es une merde. Le matin, il baisse sa femme tous les jours. Le matin, il est à la télé, quoi. Il n'y a pas de télé à la prison. Tu crois? Mais j'ai dit, t'es une merde. T'es pas un gangster. T'es pas fait pour ça. Ils auraient dû te mettre toi comme rééducateur. Là. Mais attends, je vais pas citer tout le monde. Bref, sur la interface. Ouais. Théa. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vient voir Thierry. Ok.
4e étage, s'il vous plaît. Merci. L'ascenseur, il est juste devant. C'est le 4e. Retour, je t'en prie. Merci, monsieur. On est en concert à la Flash d'Or le 20 janvier. C'est confirmé ce soir. Ah, il l'a confirmé, parce que j'attendais son mail. Heureusement. Ouais, vas-y. Bah, c'est cool, ça. Hop là. Messieurs, bonsoir. Ça me bien. Vous voulez me confier votre manteau? Oui, avec plaisir. Ça va? Ça va? T'amènes des sièges, oui. Folasson? Non, moi je voulais savoir. Ça arrive. Tu le connais, lui? C'est le fils de Zemmour. 19 ans. Ah ouais, j'ai entendu parler de toi. Bonjour. Alors, Bonsoir. Scalido, chanteur de rock'n'roll, c'est ça? C'est ça. Et lui, c'est son manager. Tu peux venir me faire la bise, hein? Oui. Ouais, tu pourrais me faire la bise à moi d'abord. Non, il a des raisons de me la faire. Il est pas pédé, hein. C'est pas possible. Pourquoi il a des raisons de te faire la bise, Ardouin? C'est entre nous. Ah ouais. C'est entre nous. D'accord. Ça va? Ouais. Voilà. Et on a Patrick d'abord. Après la séquence émotion, nous on en arrive au dessert. Vous allez manger du riz condé au caramel. Trop tard. Trop tard. Moi, j'ai choisi de ma vie de malfrat à 15 ans. Je suis parti de chez moi avec mon cran d'arrêt. J'ai gagné ma vie. Moi, j'ai choisi ma vie. Je savais ce qui m'attendait. Ça a été la torture en Espagne, ils m'ont abîmé. Ça a été des problèmes en Amérique latine. C'est pas grave. J'ai choisi les pays où j'allais. J'ai fait mon oseille. J'ai vécu comme un seigneur. J'ai bu du champagne plus que vous n'en aurez jamais dans toute votre vie. Je roulais en Jaguar et en Austin 3000 à l'âge de 20 ans. Moi, j'accepte. J'accepte la police, j'accepte la pénitentiaire. Je suis dans un régime qui est comme ça. Moi, j'ai pas la haine. Vous appartenez à un système, vous avez choisi votre vie, tu peux pas nous comprendre et je peux pas te comprendre. Le pénitentiaire, je peux le comprendre, je peux pas le comprendre. Je m'en bats les couilles. Attends, je termine. Je respecte tout le monde. Il y a des bons flics, des mauvais flics. Il y a plus de mauvais voyous que de mauvais flics. Je suis honnête. Il y a plus de mauvais malfrats que de mauvais flics. Mais il y a des bons voyous, il y a ma race, il y a les miens. C'est vrai? Entre les Guérini et les Zemmour, il y avait quand même des... Bah, c'est-à-dire que les Zemmour ont voulu, à un moment donné, il y avait les cercles de jeu aussi, tout ça sur... Et les Zemmour ont voulu proposer à la mort d'Antoine l'aide voulue. Et c'est là quand finalement j'en suis tombée très amoureuse parce qu'il a pris mon père comme ça, il lui a dit écoute, si tu as bien besoin de moi, je sais que ta femme est juive, moi je suis juif, et bon, tu peux compter sur nous. Et mon père, très corse et très orgueilleux, malheureusement, n'a pas voulu de son aide. J'ai jamais compris pourquoi. Donc, le seul qui était tueur un petit peu quand il a fumé 3 joints, c'était son père. Edgar était dangereux. Gilbert, c'est un commerçant, William, c'est un proxo de merde. J'ai pris une femme à William, il n'est pas venu me chercher. J'étais en Belgique, je suis appelé, je suis là, je suis comme ça. Bah, tu pouvais venir me chercher à l'époque, oui, je sais pas ce que tu aurais fait. J'aurais mieux fait. Et ce sont des gens qui ont vécu un film, parce qu'en Algérie, ils vivaient une espèce de facilité. Taxi, coiffeur, ils étaient. Ils sont arrivés là, ils ont vu une opportunité d'argent. Alors, au lieu de vendre des fringues, au lieu de vendre ils auraient très bien pu réussir. Et quand ils ont fait les trousseaux, ils ne gênaient personne. Et d'un seul coup, je ne sais pas lequel des 4 frères a eu le 37e chromosome. Je ne sais pas lequel. Non, sérieux. Ils n'étaient pas faits pour être voyous. Tu ne trouves ça pas un peu immature de manquer ma famille de respect comme ça? Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, donc... J'ai aucune raison de te manquer de respect, ni toi, ni ta famille, même si je le connaissais, même si j'avais des expériences avec eux. On est assis à la même table. Si tu as des choses à dire à ces gens-là, dis-leur à eux, mais ne le dis pas devant moi, parce que non, ça je n'ai pas parlé méchamment. Je dis que ce sont des gens qui se sont trompés de route. Ben, quand tu dis des choses comme 37e chromosome... Ils ont fait tuer pas mal de gens, quand même. Lui, il était bébé. Mais moi, donc, attends, ne m'agresse pas, je t'explique une chose. Moi, je dis, en tant que délinquant professionnel, ce sont des gens qui se sont trompés de route. Mais est-ce que tu peux t'arrêter 2 secondes pour penser que peut-être que j'ai pas envie de les entendre? Ah, mais j'en parle plus, alors, à ce moment-là. Putain, c'est bien, quoi. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose. Il fait de la musique. Mama, take these guns from me.
heaven's door. Vous chantez avec moi? Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Allez, un peu plus fort. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Allez, continue. Knock, knock, knocking on heaven's door. Feels like knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Le fils Zemmour donne la réponse à toutes les interrogations de ce soir. Complètement. T'as su vraiment t'évader des choses qui auraient pu t'emprisonner. J'ai mis longtemps à faire ça. Tu as raison, Michel. T'as ta vie à vivre. C'est vrai ce qu'il dit. Seulement la vie. Ce qui nous sépare, toi et moi, c'est la vie. Toi, t'es enfermé dans les institutions, tu représentes la police, comme tu l'as répété 100 fois. Moi, je suis qu'un être humain, je suis un mec, j'ai qu'une vie à vivre, je la vis, ok? Selon mes lois, selon ce en quoi je crois, etc. Il a raison. Ce tu mec, t'es évadé. Tu t'es évadé. Il s'est arraché. Ce mec, c'est une leçon. C'est une leçon de vie. Le seul qui s'est vraiment évadé, c'est lui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.